Bonjour, bienvenue dans Géopolitis. À Jérusalem, chrétiens, juifs et musulmans revendiquent les fondamentaux de leur histoire, de leur religion et de leur culture. Aucune ville au monde ne lui est comparable, aucune n'est autant chargée de symboles concentrés sur moins d'1 kilomètre carré. Le Saint-Sépulcre est pour les chrétiens le lieu où Jésus-Christ a été crucifié. Jérusalem est pour les Juifs la cité du roi David, le mur des Lamentations, le premier de leurs lieux saints. À un jet de pierre, sur l'esplanade des mosquées, le prophète Mahomet, guidé par l'archange Gabriel, serait monté au ciel. Faisant fi de tous ces symboles, en rupture avec le droit et le consensus international, Donald Trump a décidé de faire ce que les autres présidents américains avant lui avaient pris soin de ne pas faire. I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. Une fois de plus, le président américain a choisi de s'attaquer à un tabou. Il a choisi de transgresser les normes communément admises, quitte à enterrer une fois pour toutes la création d'un État palestinien avec comme capitale la partie est de Jérusalem. Jérusalem est unique, tellement extraordinaire que les juristes, au moment du partage de la Palestine, avaient imaginé en faire un corpus separatus, une ville internationale qui n'appartiendrait ni aux Juifs ni aux Arabes. La première guerre israélo-arabe impose une autre réalité. De part et d'autre d'une ligne verte, Jérusalem est coupée en deux. Israël a conquis la partie ouest, qu'il proclame sa capitale. La partie arabe et la vieille ville, à l'est, passent sous administration de la Jordanie. La guerre des 6 jours et la défaite sans appel de la coalition arabe marquent un tournant. Les forces israéliennes, dirigées par le général Dayan, s'emparent de Jérusalem-Est, redonnant aux Juifs l'accès au mur des Lamentations. 13 ans plus tard, un vote du Parlement israélien proclame Jérusalem une et indivisible, capitale de l'État hébreu. La communauté internationale, les Nations unies condamnent cette décision sans pour autant ralentir l'annexion rampante des secteurs occupés. Les limites administratives de la ville sont élargies tout autour de Jérusalem. De nouveaux quartiers juifs vont sortir de terre, encerclant littéralement les populations palestiniennes. Jérusalem demeura le nœud gordien de toutes les négociations, qu'il s'agisse des accords d'Oslo ou des négociations de Camp David, qui échoueront malgré les efforts de Bill Clinton. En 2002, pour se prémunir des attentats, l'État hébreu entreprend la construction du mur qui encercle une bonne partie des territoires occupés et la ville de Jérusalem. Régulièrement, la vieille ville est le théâtre de violences, comme à chaque fois que les autorités israéliennes prennent des mesures qui entravent l'accès des Palestiniens à leur lieu de prière. Seul contre tous, Donald Trump a donc décidé que Jérusalem devait être la capitale d'Israël, comme si les Palestiniens devaient renoncer une fois pour toutes à ce qu'ils n'ont cessé de revendiquer depuis 50 ans. Bonjour Pascal de Crouzat. Bonjour. Vous êtes à l'Université de Genève chargé de cours sur l'histoire du conflit israélo-palestinien, région dans laquelle vous vous rendez régulièrement. Cette décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem a provoqué un émoi considérable. Pourquoi autant d'émotions? On a même lu que c'était une menace pour la paix. Alors c'est déjà une menace pour la négociation de la paix, puisque les États-Unis se posent en négociateur, en conciliateur incontournable dans tout effort de paix dans la région. Or là, il prend une décision qui favorise nettement l'un des camps au détriment de l'autre. Ensuite, une menace pour la paix parce que Jérusalem et tout ce qui touche à Jérusalem revêt une charge émotionnelle et symbolique absolument gigantesque. D'abord pour les deux peuples en conflit, étant donné que Jérusalem est pour eux au cœur de leur identité et que tout renoncement sur leur prétention sur la ville était jugé insupportable. Et puis au-delà de cela, il ne faut pas oublier que vous avez 2,2 milliards de chrétiens sur Terre, 1,7 milliard de musulmans et 15 millions de juifs qui, tous plus ou moins, certains plus, mais d'autres oui, ressentent un lien avec cette ville de Jérusalem. Donc toute décision prise sur Jérusalem a un écho immédiat, largement au-delà des deux peuples en conflit.
Pourquoi Donald Trump prend-il sa décision maintenant ? Alors d'abord, il y a le fait qu'il devait, oui ou non, décider s'il s'opposait, comme les présidents américains le faisaient de 6 mois en 6 mois depuis 1995, à la décision du Congrès de déplacer l'ambassade à Jérusalem. Là, il a décidé de ne pas le faire. Les raisons, c'est que d'abord, il veut se montrer en rupture avec les politiciens qu'il juge corrompus de Washington, les présidents qui promettaient lors de la campagne électorale de transférer l'ambassade, déménager l'ambassade à Jérusalem, et ne le faisait pas. Donc il veut être en rupture avec le marécage, le marigot de Washington, et montrer que lui, il tient promesse et il promet. Et puis il y a son entourage aussi. Alors il y a son électorat. Son électorat. Alors son électorat, si on commence avec lui, vous avez quand même 25% de la population américaine qui est évangélique. Pour les évangéliques, le fait que le peuple juif soit rassemblé sur la terre promise et y soit souveraine, voire même pour certains d'entre eux, reconstruisent le 3e temple, devinez où, sur l'esplanade des mosquées, l'emplacement du mont du Temple, ce qui provoquerait une onde de choc encore bien plus importante, eh bien pour eux, c'est une condition nécessaire pour le retour du Christ et la parousie, la fin des temps. Donc ces gens-là soutiennent ce type de projet, soutiennent le Grand Israël, soutiennent la colonisation. C'est la religion du vice-président Mike Pence. Hein. Exactement, qui était ravi, on le voit sur les photos, de la décision qui a été prise. Donc ces gens-là sont complètement avec Trump, c'était leur donner des gages, leur faire plaisir, si l'on peut dire, à un moment donné où Trump était en délicatesse avec l'enquête sur les liens avec la Russie pendant la campagne électorale. Donc c'était une manière de se rapprocher de sa base. Et puis il y a son entourage, ses proches. Il y a son entourage, à commencer par son beau-fils, la famille de son beau-fils, Jared Kushner. Vous avez également son avocat d'affaires qui était avec lui dans toutes les renégociations avec les banques de mauvaises dettes sur les casinos de ce mania de l'immobilier, qui était aussi avec lui pour lui éviter des faillites frauduleuses. Or, lui-même, comme Jared Kushner, comme également Jason Greenblatt, son négociateur sur le Moyen-Orient, comme également son ami et grand soutien financier Sheldon Adelson, qui a une chaîne de casinos, et bien, tous ces gens-là viennent d'une frange de la communauté juive américaine, minoritaire, mais très proche des thèses du Grand Israël, de la coalition de Benjamin Netanyahou. Cela étant, en prenant cette décision, est-ce que Donald Trump ne fait pas cavaliser une situation qui existe de facto, Jérusalem, capitale d'Israël, il y a la Knesset à Jérusalem, la Cour suprême, le gouvernement. Alors tous les bâtiments que vous avez cités sont dans la partie ouest de Jérusalem. Et en cas d'accord de paix, je crois que l'entier de la communauté internationale, où personne ne s'opposerait à ce qu'Israël, comme les Israéliens, comme tout peuple au monde, puissent choisir le lieu de leur capitale. Mais il y a 2 bémols à cela. Le premier bémol, c'est que l'idée dans la communauté internationale, c'est que cela se fasse, cette reconnaissance se fasse une fois un accord signé. Et puis le problème avec la décision de Donald Trump, c'est qu'elle ne fait pas de différence entre Jérusalem-Ouest, la partie où étaient les quartiers juifs de la ville déjà avant la création de l'État, et la partie annexée, la partie est qui a été occupée. Et que là, en fait, on reconnaît à Israël, de facto, le droit d'établir sa capitale sur un territoire occupé. Est-ce que de facto, il ne reconnaît pas indirectement l'occupation des territoires, la colonisation des territoires? Oui, alors c'est là le problème, c'est la dimension un peu dangereuse pour l'équilibre planétaire de ce type de décision, c'est que ce faisant, Donald Trump donne 2 coups de pied dans des piliers de la sécurité et de la paix internationale qu'on a essayé de construire à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en particulier dans la Charte de l'ONU. À savoir que, en principe, l'acquisition de territoires par la force est jugée inadmissible. Et que deuxièmement, sur ces territoires, ça c'est la Charte de l'ONU, et deuxièmement que sur ces territoires, on n'est pas censé changer la réalité en amenant des colons. Ça, c'est les accords de Genève, ou plutôt la Convention de Genève de 1949. Le problème avec ça, c'est que Donald Trump dit, bon, il faut reconnaître la réalité sur le terrain. Oui, mais si vous reconnaissez cette réalité sur le terrain, vous admettez, vous avalisez de facto la colonisation, et donc vous revenez sur un des principes de base de la sécurité internationale. Jérusalem, capitale de l'État hébreu. Pourquoi Donald Trump a-t-il fait un tel cadeau à Israël quelques semaines avant Noël ? Parce qu'il a choisi son camp, aux côtés d'Israël, mais aussi aux côtés des puissances sunnites de la région, contre l'Iran. L'Iran considéré par Israël comme la plus importante menace, et qui est aussi pour l'Arabie Saoudite le principal rival au Moyen-Orient.
Entre Israël et l'Arabie saoudite, il n'y a officiellement aucune relation diplomatique. Mais depuis l'accord sur le nucléaire iranien, les rapprochements sont de plus en plus visibles et même encouragés par le nouvel homme fort du royaume, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Comme cette rencontre en 2015, un groupe de réflexion américain a réuni un proche conseiller du gouvernement Netanyahou et un général saoudien à la retraite, conseiller de la famille royale. Impensable aussi il y a quelques années, cette poignée de main lors d'un débat entre l'ancien chef des services secrets saoudiens, le prince Turki Al-Faisal, et l'ex-conseiller à la sécurité nationale d'Israël, Yaakov Amidror. Ces rencontres ne sont que la partie la plus visible de la coopération établie entre Riyad et Tel Aviv, en particulier au niveau du renseignement. Le patron de l'armée israélienne s'est même dit prêt à partager expérience et renseignements avec les pays arabes modérés pour confronter l'Iran, y compris l'Arabie saoudite avec qui nous sommes en total accord et qui n'a jamais été notre ennemi. Comme dit si bien l'adage, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Comment expliquez-vous les réactions, on va dire, tièdes de la communauté arabe, de la Ligue arabe, après cette annonce de Donald Trump pour le transfert de l'ambassade? Alors elles sont tièdes, mais elles réitèrent quand même un principe de base, c'est-à-dire que pour la Ligue arabe, y compris pour l'Arabie saoudite, qui est d'ailleurs son plan de paix, qu'elle réitère d'année en année depuis 2002, l'idée c'est que oui à la reconnaissance d'Israël, deux peuples, deux États, avec Jérusalem-Ouest comme capitale pour les Israéliens et Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens. Au-delà de ça, il y a plusieurs des poids lourds arabes de la région ont besoin des États-Unis face à une lutte qu'ils jugent beaucoup plus existentielle que celle contre Israël, à savoir celle contre l'Iran, qui a marqué beaucoup de points ces dernières années en établissant un véritable corridor chiite. Donc il y a presque une alliance souterraine entre Tel Aviv et les monarchies unies. Voilà, d'une part, ils ne veulent pas heurter le protecteur américain dont ils ont besoin, et d'autre part, certains d'entre eux ont établi une alliance de fait, discrète certes, puisqu'il n'y a pas de paix, en particulier l'Arabie saoudite, et en particulier le dauphin, Mohammed bin Salman, une alliance discrète mais très marquée avec Israël contre l'Iran. Donc ça explique en partie les réactions relativement modérées. Et puis ce sera ma dernière question, rapidement. Alors la Russie a fait son grand retour dans la région à la faveur de son intervention en Syrie. Est-ce qu'elle pourrait peser à l'avenir sur un règlement du conflit israélo-palestinien? Alors, les Russes se doivent de le faire. Le grand but de la politique étrangère russe sous Vladimir Poutine, c'est d'une part de refaire de la Russie une grande puissance globale, après qu'elle ait perdu ce rang suite au démembrement de l'Union soviétique. Et puis d'autre part, c'était d'empêcher des changements de régime inspirés, veut-on penser à Moscou, par... ce qui a engendré son intervention en Syrie pour défendre Bachar el-Assad. Exactement, en Syrie. Maintenant, les Russes soutiennent le consensus international. Ce qui est très intéressant et qui n'est pas assez rappelé, c'est qu'en mai dernier, les Russes ont reconnu Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, ce que tout le monde devrait faire en fin de compte. Par contre, les Russes ont aussi dit que Jérusalem-Est devrait être la capitale des Palestiniens. Et là, l'ensemble de la communauté internationale, à part les États-Unis qui font cavalier seul, eh bien, est derrière ce principe-là. C'est le principe du quartet. L'Union européenne soutient également ça. Et la Chine, il faut dire que dans le monde multipolaire qui est en train de se construire, la Chine commence à s'intéresser à la région et à prendre des positions. Elle a pris position contre la décision de Trump et dans sa volonté d'aller vers l'Est, de suivre les routes de la soie. Il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est que une des grandes branches de la route de la soie passait par Alep en Syrie et arrivait vers Antioche sur les bords de la Méditerranée. Donc la Chine va entrer également et ces éléments-là consolident le consensus international et isolent un peu Donald Trump sur cette décision. Merci de ces éclairages, Pascal de Crozat. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci. Voilà, avant de vous quitter, quelques références qui nous ont aidés à préparer cette émission. Dans le courrier international du 14 décembre, Jérusalem, Trump rallume la mèche avec les points de vue croisés des médias arabes, israéliens et américains. Le magazine C'est dans l'air sur la 5 se demandait à quoi joue Trump avec une brochette d'excellents invités réunis autour de Caroline Roux. C'était l'émission du 7 décembre que vous pouvez revoir sur YouTube. Enfin, dans les archives de la RTS, Marielle Rezzonico nous a déniché un reportage de Continent sans visa. Une équipe de la télévision suisse romande s'était rendue à Jérusalem quelques jours après la conquête de la Jérusalem arabe par les forces israéliennes. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette émission que vous pouvez revoir sur geopolitis.ch, comme toutes les autres d'ailleurs. Vous pouvez aussi podcaster Geopolitis. Une excellente semaine à vous tous. À bientôt.